Bonjour à tous, nous sommes en direct pour cette 7e émission Sport Connection Live avec Nicolas Puydebois. Bonjour Nico. Salut Philippe, salut à tous. Je voulais déjà te remercier d'être présent dans mon émission. C'est un grand honneur que tu me fais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va refaire un petit rappel. Tu es l'ex-gardien de l'Olympique Lyonnais. Tu as 3 titres de champion de France à ton actif. Donc, ça veut dire que tu as joué avec les grands de l'Olympique Lyonnais, avec Sidney Govou, avec Juninho. On en parlera tout à l'heure quand on va parler de ta carrière. Et tu as fait 4 matchs en Ligue des Champions, ce qui est un peu le rêve de tout footballeur actif ou jeune, c'est de faire la Ligue des Champions. Et toi, tu as eu la chance et l'honneur de faire ces 4 matchs. On en parlera aussi tout à l'heure parce que ça te donne des très, très bons souvenirs. Petit rappel pour le 6e live de la semaine dernière. On était avec Sacha Rosenthal, le président fondateur du groupe Zephy. L'émission a vraiment cartonné. On a fait plus de 35 000 impressions sur la semaine avec les replays. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça va bien marcher aussi parce qu'on a beaucoup communiqué dans la semaine. Si vous avez des questions à poser à Nico, vous pouvez les poser en commentaire sur LinkedIn et sur Facebook. Sur Instagram, on ne voit pas les questions, donc vous pouvez changer d'interface si vous voulez poser des questions à Nico. Ça va Nico, t'es prêt? Salut Philippe, salut à tous. Oui, merci beaucoup pour ton invitation. Alors générique, c'est parti. Alors, pour ce début d'émission consacré à l'Olympique Lyonnais, nous avons un invité surprise que tu connais, Nico, je pense, c'est Julien Huette, journaliste spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Oui, Salut je connais Philippe, bien. salut Salut Nico. Julien. Alors Salut à Julien, tous. Salut. il m'a dit tout à l'heure en répète que ça fait tellement longtemps qu'il est spécialiste de l'OL il t'a même commenté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour la petite anecdote, il était même dans la même classe que ma femme, donc Ouais, en c'est vrai. école de journalisme, donc on se connaît depuis même un peu plus de temps que ça. D'accord, donc il t'avait commenté justement sur le match de Ligue des Champions à Old Trafford où il y était, Entre on en autres, ouais. reviendra. On en reviendra tout à l'heure. Alors, on va parler un petit peu du début de saison de l'Olympique Lyonnais. Ce début de saison, on rappelle les scores. Lyon a perdu 3-0 le premier match, a perdu 2-0 le deuxième à domicile, a gagné 4-3 contre Strasbourg, mais on rappelle que Lyon perdait 3-1 et a fait une remontada en 20 minutes en deuxième mi-temps. Un réveil de l'OL ou un coup de chance. Comment jugez-vous ce début de saison? Julien, tu vas démarrer, comme ça Nico pourra te corriger s'il n'est pas d'accord. Je ne vais pas employer le terme coup de chance contre Strasbourg, parce qu'ils l'ont fait tellement de fois en 2024 que c'est devenu une habitude de voir Lyon renverser les matchs, donc je ne parlerai pas de coup de chance. Par contre, là, je suis désolé pour ceux qui verront l'émission à partir de lundi. Moi, j'attends le match de ce soir à Lens, ce dimanche soir, donc qui va vraiment servir de révélateur, selon moi, au début de saison de l'Olympique Lyonnais, pour en savoir plus. Oui, oui, je suis assez d'accord avec Julien. Ça devient même une mauvaise habitude pour l'OL de mal démarrer ses matchs et d'être obligé d'avoir un état d'âme, enfin un supplément d'âme pour pouvoir revenir au score, d'attendre d'être mené pour pouvoir se mettre à jouer. C'est un peu compliqué selon moi. J'aimerais qu'il soit dans l'action plutôt qu'en réaction. Mais je suis assez d'accord avec Julien sur le fait que ce soir face à Lens et la semaine prochaine face à Marseille, l'OL passe réellement au révélateur. Oui, est-ce que ce soir c'est important. Après, tu dis l'OL est à réaction contre Rennes et Monaco. Moi, j'ai vu zéro Ah bah, réaction. il n'y a Donc, pas eu de réaction, oui. voilà, Mais, c'est pour ça, pour ouais. l'instant, on n'est pas non plus sur les bases de l'année dernière où on se rappelle au mois de janvier, l'OL a pratiquement tout gagné et a fait aussi bien que le PSG. Donc, on a quand même mal démarré. Donc, pour l'instant, on est peut-être quand même sur un coup de chance. On peut pas, c'est difficile à dire, je trouve. En fait, ça dépend. Il faut voir aussi le pédigré de l'adversaire en face. Et je crois que malheureusement, Strasbourg était une équipe que l'OL pouvait battre, alors qu'on a bien vu contre Monaco qu'il y avait un écart absolument abyssal. Et que Lyon était. On n'a pas du tout imaginé à l'instant qu'il y ait une rébellion contre Monaco, tellement Lyon était ballotté. Alors que contre Strasbourg, on ne pouvait pas l'écarter, ce retournement de situation de l'Olympique Lyonnais. Moi, ce match contre Monaco, il m'a vraiment frappé parce qu'on a vraiment vu un écart, je disais abyssal, mais c'est vraiment le cas. Et il va falloir que cet écart se réduise parce que quand on entend les propos de Textor cette semaine qui parlent carrément de viser le titre ou les toutes premières places, quand on voit le match contre Monaco, moi je suis quand même très, très circonspect. Maintenant, le mercato est enfin fini. C'est pour ça que ces matchs face à Lens, Marseille et ce mois de septembre-octobre, enfin, ces mois de septembre-octobre vont être importants pour voir un peu ce que Lyon a vraiment dans le ventre parce que ces deux premières journées, Rennes et Monaco, ont été très mauvaises, mais avec un effectif bancal, avec un mercato qui était loin d'être terminé, avec beaucoup de questions en interne aussi.
Donc la saison, elle commence vraiment maintenant. Je pense pour un coach comme Pierre Sage et comme pour tous les coachs, ils ont maintenant leur effectif arrêté jusqu'à Noël. Donc maintenant, ils vont pouvoir bosser et les équipes types vont pouvoir aussi se dégager. Justement, bon, la rébellion, je l'ai presque senti contre Rennes quand il y a eu le penalty et où l'OL aurait pu revenir à 2-1. Tu l'as vu ce match, Nico? Oui, 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 bah je vois, je me déplace pas à chaque fois, mais je regarde Oui, tous je les me matchs doute. de Oui. l'OL par la force des choses. On en parlera ensuite de l'émission Tant qu'il y aura des gones que j'anime avec mon confrère Razik Brick. Mais face à Rennes, en fait, c'est les aléas qui ont fait que le match a mal tourné. On prend 2 buts en 2 minutes, il y a une erreur individuelle, mais sur les 20 premières minutes, on était quand même assez entreprenant. Et il y a eu une sorte de réaction, encore une fois, et peut-être que si Mikotadze ne loupe pas le penalty, on vit une fin de match différente. Face à Monaco, je rejoins ce que dit Julien, l'écart est trop grand entre les deux équipes. On sent vraiment qu'il y a une dimension d'écart. C'est pour ça que ce soir, ça va être important de voir comment se présente l'OL face à un adversaire qui, selon moi, va jouer la première partie de tableau. Strasbourg, c'est une équipe très joueuse, voire trop joueuse, avec une équipe un peu plus pragmatique à 3-1, plus pragmatique et plus expérimentée. À 3-1, l'OL ne revient jamais. Là, c'est parce que Strasbourg a une équipe très jeune, une moyenne d'âge de 21 ou 22 ans, inexpérimentée, et avec une philosophie de jeu qui est de repartir toujours derrière et de jouer quoi qu'il arrive, et quel que soit le scénario du match. Face à une équipe qui ferme et qui carouble le jeu, l'OL ne serait jamais revenu dans ce match-là. Donc c'est pour ça que voilà, il ne faut pas tirer d'enseignement d'un début de saison. Julien a très bien posé le contexte. Un mercato très compliqué, des joueurs qui devaient partir, qui ne sont pas partis. On n'a pas eu l'effectif au complet dès le début pour bien travailler les automatismes et le socio-affectif. Donc voilà, ça va se construire au fur et à mesure des matchs. Après, l'année dernière, on a fait des remontadas contre des équipes très fortes, hein, comme tu disais au début d'émission Ouais, qu'on mais était c'est sur pas la la, lignée de mais l'année c'est, dernière. mais c'est pas la même dynamique. L'année dernière, Ouais. on était sur l'euphorie et on a su entretenir ça par le jeu. On a su retourner les situations, euh, faire en sorte que les éléments favorables tournent en notre faveur. Là, c'est complètement différent. On a déjà l'expérience de l'année passée. Pierre Sage doit confirmer. L'année de la confirmation, aussi bien pour un joueur que pour l'entraîneur, est toujours la plus délicate. Donc là, le contexte est différent et il y a une nouvelle histoire à construire. Et en tant que gardien, le penalty raté contre Rennes, c'est le gardien qui l'arrête ou c'est le Lyonnais qui le tire mal? Là, pour le coup, Mikotadze l'a plutôt mal tiré. Alors, pour moi, c'est souvent le gardien qui l'arrête. Là, c'est le gardien qui l'arrête, mais surtout parce que Mikotadze l'a mal tiré. Après, un penalty très très bien tiré est quasi impossible à arrêter, je suppose. Quand On est tu... d'accord. Ouais, je te Ah, rejoins là-dessus. Effectivement, un penalty très bien tiré, avec la bonne force de frappe, avec la bonne précision, c'est quasi mission impossible. Encore plus alors, on va maintenant, parler. Nico, avec les règles qui Oui, on empêchent peut les pas gardiens bouger, on peut pas d'anticiper. anticiper. Il faut que le gardien garde un pied sur la ligne. En fait, de plus en plus, on met des règles, mais on en parlera aussi ensuite. On met des règles de plus en plus compliquées pour le gardien et ça devient le joueur quasiment le plus complet de ce sport. Ouais, ce qui est vraiment dommage à toutes ces règles, parce qu'on aime bien quand les pénaltys sont arrêtés, finalement, ça met le spectacle. Ah bah moi On aime j'adore bien. ça parce que c'est mon Ouais. métier, mais Je me doute. Donc pour ce soir, alors qu'est-ce que vous voyez? Donc je vous rappelle que Lens est invaincu. Hein, donc Lens a gagné le premier match à Angers 0-1, a gagné contre Brest l'équipe d'Éric Roy 2-0, et Monaco, vous dites que Monaco est très très fort. Et ben Lens n'a pas perdu contre Monaco, a fait match nul. Monaco aujourd'hui est deuxième ex-aequo avec Marseille, donc ils ont fait 2 victoires et un nul. Lens a fait aussi 2 victoires, un nul, donc 3 victoires, un nul pour Monaco, pardon. Donc ce soir, si Lens gagne, Lens rejoint le trio de poursuivants de PSG qui sont Marseille et Monaco. Ça ferait Lens. Moi, mon pronostic, je vais le dire en premier, comme ça vous pourrez me corriger. L'OL, la défense n'est pas encore au top pour moi. Donc, on l'a vu, on a encaissé beaucoup de buts. Après, il y a le remontada. On a vu qu'on pouvait marquer des buts. Moi, je ne vois jamais l'OL perdre parce que je suis supporter depuis plus de 50 ans. Il y a rigueur que quand ils jouent contre PSG et qu'on est au fond du trou, j'y crois pas trop. Mais là, déjà, je vois pas l'OL perdre. Il ne faut pas qu'ils perdent. Je vais jouer le nul 2-2. Et bien sûr, au fond du cœur, j'espère qu'ils vont gagner. Mais je vais jouer pour moi 2-2. Voilà pour ce soir. Julien. Bah, ça m'embête, c'était mon pronostic le 2-2. Et pour exactement les mêmes raisons que toi, je ne parie jamais sur une défaite de l'OL. Et je suis un peu inquiet pour la défense. Et globalement, je suis un peu inquiet pour ce match. Donc, je ne pouvais pas mettre Lyon vainqueur. Donc, comme tu as dit 2-2, je vais changer. Je vais être un peu moins optimiste que toi. Je vais dire un partout. Voilà. Ah oui, oui, partout, c'est jouable aussi. Voilà.
Alors, Nico, je vais pas être trop original parce que c'est toujours difficile de jouer contre Lens au Stade Bollaert, qui a vraiment un 12e homme. Euh, Moi non plus. Il y a le pronostic du cœur et le pronostic de la raison. Le pronostic du cœur fait que j'aimerais que l'OL remporte cette rencontre. Le pronostic de la raison me fait plutôt dire que ça va être un match très difficile. Je vois plutôt un match nul ou une défaite de l'OL, mais je n'ai pas le score exact. Mais mon cœur de supporter qui bat rouge et bleu aimerait que l'OL l'emporte ce soir. oui, bah, je pense que le début de match, comme tu dis, Lens, le stade est très chaud, c'est le 12e homme. Je pense qu'il ne faut pas qu'on encaisse un but d'entrée comme on le fait en ce moment, encaisser des buts à la 3e minute de jeu quand on arrive sur le terrain, que Ouais, ça comme dans rend tous les les matchs matchs, hein, de toute compliqués. façon. Dans tous les Mm. matchs, c'est toujours compliqué de démarrer avec un désavantage. Donc voilà, plus on avance dans le temps et dans le match en maintenant un score de parité ou même sans encaisser de but, nous permet de continuer d'exister dans une rencontre. Dès l'instant où on encaisse le premier but, on a des éléments défavorables qui se mettent en place. On va Lens, l'an passé, a mis 6 buts en 2 matchs à l'OL sous Pierre Sage. Hein. Pierre Sage l'a rappelé cette semaine. Il a dit qu'il faut qu'on lave un peu l'honneur de l'OL contre Lens. Donc il y a un petit peu de revanche chez le coach pour contrarier les Lensois, mais le contexte n'est plus le même. Hein. C'est plus le même entraîneur à Lens, c'est Will Steele désormais. Par contre, tu parlais de la ferveur, Philippe. Ils sont à guichet fermé à Bollaert pour la Ouais, 51e fois d'affilée. Et ça va être encore, ça va être encore dur de gagner là-bas. C'est ouais, quand même très, très difficile. Hein. ouais, c'est un Après, le, paramètre à prendre en compte. Et après, il y a le milieu de terrain, le gros volume de jeu du milieu de terrain, que ce soit sous Franck Hez ou ce soir avec Will Steele. C'est des joueurs qui ont un gros volume de jeu, de l'intensité dans les courses. Et j'ai peur que, voilà, il va falloir gagner, remporter cette bataille du milieu de terrain. Ouais. Et on sait qu'avec les éléments qui composent notre milieu de terrain, c'est difficile de répondre quand il y a une grosse intensité. Bah là, alors on se parle, on n'a pas la compo, mais moi j'attends de voir ce que peut apporter Vertou justement dans ce registre-là. Et je pense qu'il peut peut-être débuter s'il est prêt physiquement, parce que ouais, il a besoin d'un joueur aussi complet au milieu de terrain. on va On est afficher d'accord. calendrier pour se rendre compte de l'importance de ce match, parce que la semaine prochaine, c'est l'Olympico. Après, il y a déjà l'Europa League qui arrive. On va à Toulouse, donc pareil, les équipes du Sud, jamais facile. On va en Écosse et on reçoit Nantes. Donc c'est vrai que si on perd ce soir, on reçoit Marseille dans une situation très délicate la semaine prochaine. Nico, qu'est-ce que tu en Oui, oui, penses? oui, on est d'accord. Là, l'OL attaque un peu la montagne entre le match face à Lens, le match à Marseille. On va jouer contre Olympiakos en Ligue Europa. Donc, on a 3 rencontres qui sont compliquées. Ensuite, un 4e match face à Toulouse qui nous réussit jamais trop. Donc, ouais, l'OL entame une phase compliquée, mais peut en Mais ça sortir va mieux qu'à grandi ton avec époque à des. Toulouse. À ton époque, Ça vous va mieux perdiez que tout oui. le temps à Toulouse. À mon époque, on perdait tout le temps. Et donc, ouais, l'OL peut sortir aussi grandi de cette période-là. S'ils enchaînent des bons résultats, ça peut engranger de la confiance et leur permettre d'attaquer réellement leur saison. Mais Bah, on c'est va pour être ça franc, moi que j'aurais préféré qu'on ait Toulouse et Nantes là et Lens et Marseille un peu plus tard. On est bien d'accord. c'est pour ça que le match de ce soir est très important, parce que si ce soir tu perds pas, on va tous voir Lyon gagner contre Marseille. Alors que si ce soir Bon, on se prend je ne 3-0, serais pas si optimiste que toi, Philippe, mais en tout cas, si on perd ces 2 matchs-là, on bascule, on reste et on bascule du mauvais côté du championnat. Donc, c'est pour ça que ça reste des matchs charnières. Non, mais une défaite ce soir, ça ferait 3 défaites en 4 journées, ça serait déjà voilà, alarmant. Et sachant que le 5e, c'est Marseille, il y aurait déjà un peu le feu. Quoi. oui, on peut dire Complètement. qu'après le match de Marseille, Pierre Sage risque, si on perd ce soir et que tu perds contre Marseille, tu penses que Pierre Sage peut déjà être sur la sellette, Ah là, Nico? franchement, c'est tellement. Vas-y, Nico, je te laisse. Non, non. Après, c'est un président américain, donc on sait comment ils sont. Ils sont assez expéditifs. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le choix de Textor. Donc, vu les atermoiements qui existent aujourd'hui en interne au niveau de la direction sportive, au niveau de la direction du club, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est quand même, il a encore un peu de temps devant lui, même si le temps est toujours compté chez un entraîneur qui gagne pas. Alors, je veux parler un peu de l'Europa League, mais avant, comme Julien est pressé, parce que ce soir, il commente le match en Et il a direct du boulot. Ouais. sur Tonic Radio, il avait une petite question à te poser sur l'évolution. Vas-y. Ouais, Vas-y. alors là, je vais être désolé pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes de foot. Moi, Nico, je voulais rentrer dans une question vraiment technique. Alors moi, j'ai toujours été passionné du poste de gardien, j'ai été moi-même gardien. Et c'est vrai que c'est un poste qui a considérablement évolué, mais quand on dit ça, les gens pensent au jeu au pied, on n'a plus le droit de... Moi, je veux vraiment aller plus loin, Nico. Les gardiens d'aujourd'hui ne sortent même plus dans les pieds comme toi, tu sortais dans ton temps. Vous sortiez tête en avant dans les pieds. Maintenant, ils font un truc que toi, je pense, tu n'as jamais fait, les bras en Non, croix, la croix là, etc. oui. Et ils ne sortent plus, je trouve, ils sont tous beaucoup plus grands que vous tous, et ils font tous 1m90 de mètres, et pourtant, ils ne sortent jamais dans les loin
prendre le ballon au point de pénalty ou au-delà, comme le faisait Glad Coupet, Bernard Lama ou d'autres. Donc, en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont vraiment plus forts que vous ne l'étiez à l'époque sur la technique pure du gardien de but? Effectivement, les qualités intrinsèques du gardien de but, les qualités physiques déjà ont énormément changé. Aujourd'hui, pour accéder au plus haut niveau, il faut dépasser le 1,85 m, voire dans certains championnats, le 1,90 m. Et pourtant, et pour autant, plus ils sont grands, moins ils font de sorties aériennes pour soulager la défense. Mais parce qu'en fait, tout est une question d'agilité, de vélocité, de proprioception. Enfin voilà, il faut de la coordination. Et effectivement, un gardien comme Lucas Perry a pour moi une morphologie qui lui permettrait d'avoir cette mobilité que n'ont pas des Donnarumma ou d'autres grands gardiens par la taille. Effectivement, il a changé par le jeu au pied. Aujourd'hui, c'est le premier relanceur dans certaines équipes. Il y a certains coachs qui mettent même leur gardien comme le détonateur des ressorties de balles. C'est un élément. On joue à 11 avec le ballon aujourd'hui, en repassant par le gardien. Ça, c'est un aspect tactique qui fait évoluer le poste et qui fait évoluer le jeu en bien, selon moi. Et effectivement, aujourd'hui, je considère les gardiens moins courageux qu'à notre époque, mais c'est aussi du fait de leur grande taille. Ils ont moins de vélocité, moins de vivacité et moins d'agilité à aller vite au sol et à se déplacer aussi rapidement que pouvait faire un Greg Coupet, un Fabien Barthez ou un Anthony Lopez aujourd'hui, qui est très, très tonique, très dynamique. Donc du coup, de par leurs caractéristiques morphologiques, l'aspect technique et la façon de jouer des gardiens a forcément évolué. Mais toi qui entraînes les gardiens au Joueur FC, par exemple, la technique de sortir les bras en croix, comme toi, tu ne l'as pas utilisée. Moi, je ne la travaille pas. Je ne peux pas faire ça. Ouais. Mais c'est pas ma grille de lecture. Ils se copient tous les uns les autres, en fait, sur cette technique. Je suis d'accord. Les bras en croix. Et en fait, souvent, et chaque génération le fait, on copie l'un ou l'autre des meilleurs gardiens de la génération. Manuel Neuer est l'un des meilleurs gardiens de sa génération et lui avait cette technique-là, une technique très allemande, inspirée du handball, mais il pouvait le faire parce qu'il a des membres supérieurs, il a des bras qui sont énormes. Quand il arrive face à un joueur, il prend énormément de place et c'est sa technique à lui. Beaucoup ont voulu copier ça en n'ayant pas les mêmes qualités, en n'étant pas aussi bon que lui. Et donc, du coup, ça fait une nouvelle mode de gardien qui, plutôt que d'avoir une bonne lecture de jeu pour sortir au bon moment dans les pieds, va plutôt attendre pour essayer de prendre de la place. Et voilà, c'est un peu moins offensif, j'aurais envie de te dire, dans l'approche. Je préfère que les gardiens prennent des risques, que ce soit dans leur jeu au pied, que ce soit dans leur sortie aérienne ou que ce soit dans leur sortie dans les pieds, plutôt que d'attendre et d'attendre l'erreur de l'adversaire. Je préfère agir, moi, et être dans l'action, c'est-à-dire imposer à mon adversaire direct, donc l'attaquant, telle ou telle situation, plutôt que d'attendre que ce soit lui qui me fasse subir quelque chose. Et Philippe, si tu me permets juste une dernière sur ce thème, on parle de la prise de risque au jeu au pied. Nico, toi, tu la salues. Moi, je m'interroge, je vois beaucoup de buts au très haut niveau, mais au niveau amateur, c'est colossal, avec des gardiens qui veulent à tout prix repartir derrière, quoi qu'il arrive. Et ce week-end, Saint-Etienne-Lille, le but stéphanois vient sur une erreur de relance de Chevalier. Au départ, il se passe 2-3 trucs après, mais au départ, c'est une prise de risque de Chevalier. Et je trouve qu'on voit beaucoup trop de buts comme ça. Maintenant, un gardien, enfin, moi j'ai connu ça à mon modeste niveau, toi tu l'as connu au très haut niveau, on lisait badaboum dans la tribune, quoi. Ça n'existe plus jamais maintenant. Non, ça existe chez certains coachs. Parce qu'ils ont cette philosophie-là. L'équilibre, on disait, voilà, l'équilibre est très difficile en fait. L'équilibre est très difficile entre choisir de dégager ou alors ressortir proprement au pied. Et là, c'est tout l'équilibre du très haut niveau et de la haute performance, de faire les bons choix au bon moment, d'être efficace et de jouer juste. Et c'est là en fait, c'est là où se fait la différence entre les très bons gardiens qui eux vont faire toujours le bon choix et les gardiens bons ou moyens qui, eux, de temps en temps, vont faillir sur cet aspect du jeu. L'équilibre, il est subtil. Hein. C'est très dur de jouer au très haut niveau et de faire les bons choix tout le temps, mais c'est ce qui fait la différence dans tous les domaines, que ce soit dans le monde du travail ou dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel sport. C'est pour ça qu'il y a la différence entre les très bons et puis les autres, quoi. C'est de faire les bons choix au bon moment. Merci, je m'arrête là, Philippe, parce que moi, je peux parler de gardien de but pendant 1 heure. Mais on pourra aller manger un peu ensemble, Julien, pour en discuter. Alors, avec plaisir. Pour la petite anecdote, Julien, parce que je ne savais pas que tu avais été gardien, et vous ne le savez pas non plus, mais moi-même, j'ai été gardien de but. On fait une émission spéciale gardien, alors. J'ai été gardien de but à Saint-Clair, à Caluire.
Voilà, Bravo. quand j'étais gamin. Donc voilà. T'as encore un petit mot, un peu de temps, Julien, ou il faut que tu y ailles là? Écoute, j'ai 2-3 minutes, quoi, si tu veux. D'accord. Bah là, je voulais plutôt parler un petit peu à Nico. J'avais des questions un peu techniques sur les déplacements. Est-ce qu'on peut rafficher le calendrier 2 secondes? Voilà, on se rend compte que l'OL, donc tu as connu l'Europa League, toi, avec Strasbourg, puisque avec Lyon, tu as connu que la Ligue des Champions, donc tu jouais le mardi ou le mercredi. On se rend compte que Oui. l'OL va aller en Écosse et va jouer à 21h le 3. Et ils rejouent, alors là, ils sont quand même pas gâtés par la fédération, je trouve. Ils rejouent à 15h le dimanche, donc ils ne peuvent pas avoir moins de repos que ça. Je voulais savoir comment ça va se gérer, comment on va gérer l'effectif. Déjà, quand on finit le match à 23h en Écosse, à quelle heure on est dans son lit? Alors, il y a 2 stratégies. Si le club a le budget pour rester sur place, on rentre à l'hôtel, on mange des pâtes pour bien récupérer avec des légumes et on fait la récupération dès le soir à l'hôtel et on repart le lendemain. Nous, notre manière de fonctionner, c'était plutôt qu'on rentrait à 3 à 4 heures du matin et on avait rendez-vous le lendemain pour un décrassage pour ceux qui avaient joué et une séance complémentaire pour les remplaçants ou le reste de l'effectif. Donc là, on scinde le groupe en deux, les titulaires et les autres. Et les titulaires sont en mode régénération pour récupérer du match et les autres mettent de l'intensité dans des petits jeux et dans des exercices de façon à pouvoir être prêts en cas de blessure, en cas de pépin ou en cas de choix du coach de faire tourner un peu l'effectif. Donc voilà, si l'OL a choisi de rester sur place, c'est la meilleure méthode parce que du coup, on peut bien récupérer, on a une très bonne nuit de sommeil et on rentre le lendemain. Mais à notre époque, on rentrait dans la nuit et on faisait la régénération les 2 jours suivants avant de partir à faire notre match d'après. Je crois qu'il y a des coachs, et je crois que c'était le cas de Gérard Houllier, qui préférait, quoi qu'il arrive, rentrer dans la nuit parce qu'il disait on ne dort pas de toute façon après les matchs, les joueurs ne dorment pas. Donc autant gagner du temps en profiter pour rentrer finalement. Alors, à l'époque, les joueurs ne dormaient pas. Aujourd'hui, les joueurs, j'aurais envie de te dire, ils n'en ont rien à faire, pour être poli. Non, mais il parlait de Ils passent très, l'adrénaline, ouais. ils passent très vite à autre chose. Ouais. Au-delà de l'adrénaline, il y a aussi ceux qui ressassent, qui se remettent en question et ainsi de suite. Je suis d'accord avec l'adrénaline. Mais aujourd'hui, ils arrivent vraiment à passer à autre chose très, très, très rapidement parce que peut-être que cette génération est moins passionnée par le football et par le métier de footballeur. Oui, ils font plus ça. C'est plus un métier pour eux aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est plus un métier qu'une vraie passion. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est pas une vérité. En tout cas, c'est ma lecture des choses actuelles. Et 2 jours et demi de récup, ça suffit, tu Bon, penses, pour un... ça se fait quand tu es un joueur de haut niveau. Alors, l'effectif de l'Olympique Lyonnais l'année dernière jouait une fois toutes les semaines parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Oui. Mais un sportif de haut niveau qui a entre 20 et 30 ans a la capacité physique, s'il a une hygiène de vie cohérente et qui respecte ce que demande la vie d'un footballeur de haut niveau, de pouvoir enchaîner les matchs tous les 3 jours. Il y a pas, ils sont entraînés pour ça. Ils ont les conditions de travail aussi créées pour ça. Ils ont 2 ou 3 kinés. Au centre d'entraînement, ils ont plusieurs outils à leur disposition pour pouvoir régénérer assez rapidement. Donc, tout est mis en place. Il y a des protocoles qui sont mis en place par les clubs pour récupérer beaucoup plus vite qu'à notre époque. Il y a beaucoup plus d'outils. Julien, tu penses quoi du nouveau format de l'Europa League avec la Formule 30 club? Moi, je pense, comme beaucoup de notre génération, c'est que c'est pas très très lisible, voilà, parce qu'on joue, je sais même plus, 6 matchs, ouais, 6 matchs au lieu de. Non, on joue 8 matchs. On joue 8. Ouais. Voilà. 8 contre 8 équipes différentes. Contre 8 équipes différentes. Moi, au départ, je croyais que ces 8 équipes-là se rencontraient toutes les unes les autres, mais c'est même pas le cas. Hein. Donc, les 36 équipes jouent chacune 8 matchs. Donc, je trouve que c'est pas très très lisible. Maintenant, certains me disent, bon, ça renforce, il y a un peu plus d'affiches, etc. Bon, j'attends de voir finalement. Voilà, j'attends un petit peu de voir, je trouve que c'est plus. Ça me paraît pas très très lisible quand même. Moi, je trouve que c'est plus intéressant et que tous les matchs sont importants. Et du coup, ça sera un peu plus dur parce que tu ne peux pas dire que tu es qualifié. Il faudra vraiment jouer tous les matchs. Et j'attends de voir si tous les matchs sont importants, etc. Parce que étant donné c'est un classement sur 36 clubs, donc tu dépends des équipes contre qui tu joues pas. Donc si toi tu lâches un match parce que tu veux faire tourner l'effectif, si les autres ils gagnent derrière. Oui, mais c'était encore plus vrai, je trouve, dans une poule de 6, parce que dans une poule de. Une poule de 6, c'était premier. Le dernier match, tu pouvais le laisser tomber. C'est ce qu'ils faisaient tout le temps, les grands clubs. Ah oui, là, je pense qu'il y a des équipes qui pourront laisser tomber les 2 dernières journées. On verra, on en reparlera en fin janvier. Hein. Mais ceux qui auront de l'avance, ils pourront laisser tomber les 2 dernières journées. Après, il y a les têtes de série pour savoir qui reçoit. Ça va être. Oui, mais il y a les 8 premiers. Il y en a qui seront assurés d'être dans les 8 premiers avant les 2 dernières journées. Pas sûr, peut-être les 3-4 premiers, mais donc ça. Oui, ça sera toujours ça.
Qu'est-ce que t'en On penses, en Nico, toi? reparle. On en reparle fin janvier pour le premier bilan. Franchement, j'ai pas d'avis particulier. Pour revenir à l'OL, on a dans l'ADN de toujours jouer à fond ces compétitions-là, surtout les Coupes d'Europe. Donc j'espère que l'OL, sans laisser trop de force dans la bataille, va jouer à fond sa chance sur la scène européenne pour mettre Lyon encore en lumière sur la scène européenne. Mais ouais, c'est des nouveaux formats. C'est toujours à l'usage qu'on voit ce qui est intéressant, ce qui l'est moins. Moi aussi, j'attends de voir. J'ai pas d'idée préconçue ou prédéfinie sur si ça va être bien ou pas. Voilà. J'attends de voir. Souvent, moi, ce que j'aimais, c'est de faire ces matchs aller-retour parce qu'on recevait, on allait aussi à l'extérieur. Là, quand j'ai vu certaines des affiches, Olympiakos, par exemple, j'y avais été en tant que joueur. J'aurais aimé m'y rendre en tant que supporter. Voilà. C'est plus de ce côté-là, en fait, que j'appréhende les choses aujourd'hui. C'est plus dans ma partie déplacement pour pouvoir suivre les déplacements de l'OL. Alors là, pour le coup, je ne vais pas en faire beaucoup parce que c'est loin d'aller en Azerbaïdjan, mais pour le coup, je me suis renseigné quand même et voilà, c'est plus dans le côté pratique et opérationnel des déplacements des supporters euh, que je regarde, voilà, que je trouve que la méthode, elle est peut-être un peu décevante. Mais après, à l'usage, j'attends de voir. Ok. Bon, eh ben, Julien, on va te laisser, parce que je pense qu'on a Yes. assez parlé de l'OL pour aujourd'hui, parce que là, comme c'est parti, Salut l'émission Julien, va durer 90 bon minutes. match. Yes. Merci. Bonne émission. Salut. Ciao. Merci à toi, Merci de Julien. l'invitation, Philippe. Je t'en prie, à très vite, j'espère. C'est moi qui te Ouais. remercie, hein. À À très bientôt. bientôt. C'est un honneur pour moi de t'avoir eu aujourd'hui, parce que je t'ai longuement écouté, dans ma Bon, bah, jeunesse. faut écouter ce soir, alors l'en sur. Est-ce que ça fait combien? Ça fait 14 ans? Ça fait combien de temps que tu commentes les Non, matchs, non, tu nous as dit? depuis 2004-2005, moi, je commence l'OL. Donc, Oui, oui, donc 20 ans. 20 ans, ça ouais. fait, ouais, attends. D'accord. Bon, Voilà. allez l'OL, et puis Yes. On va tout bonne donner. émission. Merci. Salut. 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 Bon, Nico, on va passer un petit peu à toi maintenant. On va passer à les génériques interview. Alors, on va résumer un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas trop. Tu es un vrai Lyonnais, hein, c'est pour ça que tu es né à Bron en 1981 et tu Exact. es rentré à l'OL à 7 ans. Oui, oui, exact. Je suis rentré en poussin première année. Alors, j'ai commencé ma carrière à l'AS Villeurbanne, les Brosses, pour ceux qui connaissent un peu plus. Euh, et puis, il y a le père d'un de mes anciens coéquipiers qui l'avait emmené à l'OL. On m'a dit que l'OL cherchait des gardiens. Donc, je suis venu faire 3 mercredis d'affilée, Ouais. des entraînements, des essais. Et ils m'ont pris pour être le gardien titulaire de l'équipe 5 des poussins de l'OL, donc la dernière équipe du club. En L'important, championnat. c'est de jouer. Hein. Et j'ai démarré dans la dernière équipe du club, parce que les débutants, il n'y a pas forcément de championnat, il n'y a pas d'équipe. Donc j'ai démarré à l'OL, dans la plus petite équipe de l'Olympique Lyonnais à l'époque. Parce que c'est difficile de trouver des gardiens finalement. Les jeunes ne Bah, veulent pas c'est faire gardien. pas une vocation première. Hein. Au départ, Ouais. on vient au foot pour marquer des buts, Ouais, je sais pas. pour dribbler. On est un poste un peu ingrat et il l'est de plus en plus. Mais en tout cas, c'est des vocations. Le métier D'accord. de Donc, gardien est une vocation. tu as été gardien de l'équipe de France Espoir sous l'ère de Menech. Ouais, j'ai eu cette chance-là, d'abord d'être convoqué en équipe de France moins de 20 ans. Avec cette équipe-là, j'ai fait le tournoi de Toulon et j'ai fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine. On est parti 25 jours en Ah, Argentine sympa. pour faire la Coupe du Monde. On est éliminé en quart de finale par l'Argentine qui est championne du monde. Et j'ai eu la chance d'être convoqué ensuite par Raymond Domenech en équipe de France Espoir. J'ai fait 4 ou 5 convocations et j'ai eu la chance d'être titulaire l'un des matchs à Chypre où on a gagné 1-0. D'accord. Et tu as fait ton premier match en Ligue 1 en 2003 contre Monaco. Donc, À c'était à Monaco, Gerland ou Stade Louis à II. Monaco? C'était à Monaco. Ouais, c'était à Monaco, Stade Louis II. Je suis rentré à la 48e minute, il me semble, du match, parce que Greg Coupet s'était fait marcher dessus par Shabani Nonda. Et voilà, je rentre. L'OL est mené 1-0. Moi, je fais un ou deux arrêts, mais je prends un but quand même et on finit le match par une défaite 2-0. Et je crois qu'à la fin du match, parce qu'à cette époque-là, on était distancé par Monaco, justement, suite à cette défaite et nos performances. Et je crois que dans le bus, j'étais le seul à avoir le sourire parce que j'ai joué mon premier match de Ligue 1, là où tout le monde était un peu défait parce qu'on avait pris du retard sur notre adversaire direct du soir qui était Monaco. Et par rapport aux 11 matchs que tu as fait en Ligue 1 avec l'OL, et tes 15 matchs de Coupe d'Europe, donc les 15 matchs, à part celui-là, tu as toujours démarré ou tu es rentré aussi à cause d'une blessure?
Ou c'est le Je suis seul? rentré une deuxième fois. Je suis rentré une deuxième fois en Ligue des Champions face à Fenerbahçe à Gerland cette fois. On rentre jamais sur un corner et Greg Coupet se blesse au bras et du coup sort au lieu de sortir avant sur un moment un peu plus facile. Il me fait rentrer sur un corner face à Fenerbahçe et sur le corner je prends le but directement. Avant même d'avoir touché un Fenerbahçe. ballon, alors. Exactement, je rentre, je touche pas un ballon. Normalement, on ne fait pas rentrer sur un corner, ni un défenseur, ni un joueur, ni un gardien d'ailleurs. Et je prends le but sur le corner. Ils reviennent à 2-2, les Turcs reviennent à 2-2, mais Nilmar met un doublé et on gagne le match 4-2 à Gerland. Bon, bah, tant mieux alors. T'es sorti avec le sourire. Ouais, avec le sourire, vainqueur, et c'était ça le plus important. Donc, du coup, bah, tu as eu une carrière à l'OL de 17 ans, si on considère ta carrière chez les Poussins. Donc, c'est quand même, tu es un vrai Lyonnais, quand même, à l'image d'un Lacazette, d'un Sidney. Ah oui, oui, je me suis écorché les genoux pour l'OL, oui. Voilà, tu as l'ADN OL, tu as signé ton premier contrat pro en 2001 et tu as mis Exactement. un terme à ta carrière en 2010 à l'âge de 29 ans. Est-ce que tu sais Exact. ce que Wikipédia dit de toi? Nicolas Puybois, il est agile et fiable dans les airs. Donc ça, c'était peut-être à l'époque, je ne sais pas si ça l'est toujours, tu vas me le dire. J'essaye d'y travailler, mais c'est plus dur d'être agile. Et noter de bons réflexes. Parce que quand tu vas à l'entraînement au Gol FC, tu t'habilles tu mets les gants, tout ça? Ou Non, 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 non. non? Je mets pas de gants, à l'instar de Joël Batz, qui est un peu mon mentor. Ouais. Je mets pas de gants. Par contre, oui, je m'habille en tenue et je leur fais des frappes, je leur fais des exercices. Je me sers de mes mains, je me sers de mes pieds, mais non, je mets plus de gants et je plonge très, très peu. T'entraînes combien de gardiens là-bas? Alors, j'entraîne 4 gardiens, les 4 gardiens qui composent l'effectif de la Nationale 2, du coup, cette année. Donc, les Mhm. 4 gardiens de l'équipe 1, en quelque sorte. Donc, il y a le gardien titulaire, le remplaçant. Et ensuite, on a 2 gardiens qui jouent avec la réserve et qui viennent avec moi le lundi et le mardi pour faire les exercices, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir accès à l'entraînement spécifique gardien que je fais pour le Gol FC. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai fait un petit montage vidéo donc, suite au clash que tu as vu avec Jean-Michel Aulas. On va en reparler tout à l'heure avec Razik Brick qui va nous rejoindre. Et je trouve que cette vidéo est touchante et tu parles bien de toi. Donc, on va regarder cette vidéo ensemble et ça permettra à une personne d'encore mieux te connaître. Alors, t'es plus connu depuis hier soir avec un tweet de Jean-Michel Aulas que pendant toute ta carrière de footballeur. C'est pas gentil, ça. Non, non, mais tu vois, le tweet est en train d'apparaître à l'écran. Je voulais remercier Jean-Michel Aulas parce que s'il a lu la chronique, ça veut dire qu'il s'intéresse un peu à ce que je fais. C'est pas toujours été le cas. Si j'ai la parole aujourd'hui et que je peux parler de l'Olympique Lyonnais, c'est parce que j'y ai été joueur. Je suis rentré à l'Olympique Lyonnais à 8 ans, j'ai gravi tous les échelons, je suis devenu professionnel. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, de gagner 3 titres de champion de France, de jouer en Ligue des Champions. Ensuite, par rapport au tweet, je pense qu'il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai, je ne suis pas un grand joueur, je n'ai jamais été un grand joueur. J'étais un joueur de vestiaire. Par contre, à chaque fois que j'ai mis le maillot de l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais triché. J'ai toujours mouillé le maillot. Où il a tort, par contre, c'est dans la grille de lecture. Il dit que je peux pas, j'ai pas les compétences pour analyser les joueurs actuels de l'effectif. Et ben moi, je lui dis qu'il se trompe parce que moi, j'ai eu la chance de jouer avec je m'entraînais avec Juninho, avec Edmilson, Grégory Coupet, Sonny Anderson, Sidney Govou, Abidal, Malouda. J'en passe, et des meilleurs, des champions de France, des champions du monde, des champions d'Europe. Avec qui j'ai transpiré, avec qui j'ai fait des efforts, avec qui j'ai gagné des matchs, avec qui j'ai gagné des titres à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, ma grille de lecture, je suis désolé pour Jean-Michel Aulas, mais elle est peut-être un petit peu élevée, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer avec ces mecs-là qui étaient humbles, qui avaient de la remise en question, qui étaient bons techniquement, tactiquement, mais avant tout, c'était des bons mecs. Et ma grille de lecture, elle est peut-être un peu élevée par rapport à l'effectif actuel, et je m'en excuse. Mais si aujourd'hui l'exigence du côté de l'Olympique Lyonnais elle a baissé, c'est pas de ma faute à moi. Voilà, je trouve que tu parles très bien, tu reconnais un Ouais, j'ai peu. été un peu long sur cette tirade, mais, ça Voilà, sortait du cœur en fait. Oui, et puis bon, au moins on sait que tu as joué quand même à la grande époque, tu as fréquenté des bons joueurs et tu parles de l'humilité. Donc on en parlait avec Sidney Govou il y a 2 semaines. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui dans la mentalité des joueurs? Oui, 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 je trouve il y a un monde d'écart entre les joueurs d'avant et les joueurs d'aujourd'hui, mais c'est du fait de la médiatisation, c'est du fait des réseaux sociaux, c'est du fait de valoriser les gens qui gagnent de l'argent au lieu de valoriser l'état d'esprit et le savoir-être. Voilà, mais ça fait partie de la culture actuelle, c'est la société actuelle qui est comme ça.
à cette époque-là, on avait accès aux gens, enfin les gens avaient accès à nous et nous on avait accès aux gens. On n'était pas bloqués dans notre tour d'ivoire. Les entraînements étaient ouverts au public. On était conscients et on était au contact de Monsieur Tout le Monde, de tout à chacun, ce qui est normalement est normal pour un sportif de haut niveau. Là aujourd'hui, on est fermé, on est centré sur soi-même, on est dans une société un peu plus égoïste et dans une société de l'argent. Et on sait très bien que c'est pas forcément bien chez tout le monde, c'est pas bien perçu chez tout le monde. Donc ouais, pour moi, il y a un certain manque d'humilité, il y a un manque de reconnaissance des supporters, de Monsieur Tout le Monde. Il y a un manque de remise en question et surtout, on n'est plus ouvert vers les autres, on n'est plus là pour partager des émotions. On est là pour vivre des émotions. Et d'ailleurs, on le voit, hein, pendant un certain temps, les joueurs de l'OL fêtaient les buts entre eux et ne partageaient plus rien avec leurs supporters. Alors, je prends l'exemple de l'OL parce que c'est celui que je connais le plus, et c'est pour ça que j'en parle le plus, parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais je vois que dans le monde du football en général, les mentalités ont changé. On vient au foot pour avoir un ascenseur social, pour gagner de l'argent. On vient pas au foot, on vient plus trop au foot parce qu'on aime ce jeu, parce qu'on veut devenir meilleur et qu'on veut développer des compétences. On vient parce que vraiment, il y a un gros contrat à la clé et ça peut changer les vies. Alors ça, je veux bien l'entendre parce que nous, c'est ce que ça nous a permis de faire. Mais avant tout ça, on avait quand même la passion du jeu et la passion de ce sport. Et on partageait, on transmettait des émotions avant d'en retirer les fruits. Et aujourd'hui, tu as accès aux joueurs de l'Olympique Lyonnais, là où Très peu. très peu. Non, non, très Quand peu, tu très vas- peu. Mais après, pour être très honnête, je ne sais pas si ça me plairait d'échanger avec eux. Je ne sais pas Oui. si on a les mêmes centres d'intérêt. Je ne sais pas si on a les mêmes valeurs. Tu vois, en fait, c'est plus ça. On sent de toute façon un changement dans le monde actuel. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes plutôt que de s'ouvrir aux autres, qui se protègent plutôt que d'aller chercher la richesse du contact et de la relation humaine que tu peux créer en rencontrant des gens d'autres horizons différents que toi. Donc voilà, je suis pas très à l'aise avec la société actuelle, pour être très honnête. Moi qui suis plutôt dans le partage, dans la rencontre des gens, voilà, dans la relation. Euh, ouais, je suis un peu, pardonne-moi l'expression, mais je suis un peu le cul entre deux chaises en fait, entre le c'était mieux avant et pourtant l'espoir de dire que on a le droit de construire tous ensemble un monde meilleur, quoi. Donc voilà, c'est un peu Non, philosophique tout non, ça, mais je trouve que c'est ouais, voilà, je suis partagé par ce qui se passe en ce moment. je te rejoins à 100%, et c'est peut-être une des raisons que la Ligue 1 intéresse de moins en moins, parce qu'on voit des gens qui sont tellement éloignés de ce La qu'on est, réalité des que, choses, ouais. voilà, on n'arrive même plus à se projeter, quoi. Voilà. On sait qu'on va pas, Bah, comme tu dis, on peut pas les rencontrer, on peut pas, voilà, alors qu'au rugby, au basket, c'est complètement différent. et Dans d'ailleurs, le la foot, dynamique, elle est différente. Je vois au rugby pour pouvoir aller de temps en temps au loup. Voilà, ils sont pas inaccessibles. On peut partager des moments, on peut échanger sans les ennuyer et on passe des moments très sympas et ils restent accessibles au grand public. Et je pense que c'est ça, de se fermer et de se fermer du monde de ses supporters, parce qu'il faut pas oublier que si on fait le plus beau métier du monde, c'est aussi parce que ces gens-là rêvent d'être comme nous ou de faire comme nous ou en tout cas de nous rencontrer. Mais si on ne peut jamais rencontrer nos idoles, bah, à un moment donné, on s'en détache, forcément. je te rejoins à 100%. Et alors, du coup, on a parlé, donc, quand tu as démarré, là, aller chercher des gardiens, mais tu voulais déjà faire Ouais. gardien c'est pas, excuse-moi, j'ai la question d'avant. À qui tu voulais faire gardien depuis? Tu as toujours voulu faire gardien, du coup, comme ton papa était, on rappelle que ton papa était gardien de but et entraîneur des gardiens Ouais, après l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est toi, ça. tu as toujours voulu faire Alors, gardien? Ou tu voulais être avancé, t'es marqué des buts? non, non, en fait, mon père ne voulait pas que je fasse gardien, surtout. Mon Ouais. père, en tant que gardien, était très bien informé sur le fait que dans une équipe, il n'y a qu'un seul gardien qui joue. Un seul. Les autres, Ouais. ils regardent, ils sont remplaçants, donc ils jouent pas. Oui. Donc, la première fois qu'il m'emmène à l'entraînement, il me dit, dans la voiture, avant de me poser, si le coach demande si tu veux faire gardien, surtout, tu lèves pas la main. Je ne saurais pas te répondre à cette question si c'est parce que je voulais faire l'inverse de ce qu'il m'a dit ou si c'était pour faire comme lui, être gardien, que j'ai levé la main et que voilà, j'ai réussi à aimer ce poste. Après, il y a beaucoup de valeurs qui me plaisent dans ce rôle-là. Enfin, c'est un métier à responsabilité. Un gardien, quand il fait une erreur, ça se voit. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler un peu. Oui. Euh, euh, un gardien, il est différent des autres. Et je trouve qu'en fait, malgré tout, on entretient cette différence. On pense différemment, on joue différemment. Un gardien, dans une équipe, sans les autres, il ne peut pas gagner un match. Même le meilleur gardien du monde,
il fait tous les arrêts du monde, il va faire 0-0. Il ne peut pas gagner un match. Donc, il a besoin de ses coéquipiers pour accéder à la victoire. Ce qui n'est pas le cas d'un attaquant. Un attaquant, il va marquer, on va le valoriser. Ouais, c'est le meilleur, on va lui mettre la lumière dans les yeux. Et c'est pour ça que la plupart des attaquants sont un peu plus égoïstes que d'autres postes un peu plus besogneux. Donc voilà, le poste de gardien, que ce soit en termes de responsabilité, en termes de valeur et en termes de collectif et solidarité, représente un peu la personne que je peux être. Et du coup, à partir de quel âge tu t'es rendu compte que tu étais un peu meilleur que les autres et que tu allais en faire ton Non, métier? J'ai posé la même question à Thibaut Regard. Lui, c'était un petit peu tard, parce que dans le rugby, bon, il faut qu'ils soient un peu plus formés et musclés, et c'était plutôt vers l'âge de 16 ans. Toi, à quel âge tu as eh su que tu allais… ben, alors, franchement, c'est à l'âge de 16-17 ans. En fait, le premier objectif quand je suis rentré à l'OL, c'était d'atteindre les moins de 15 ans nationaux. Parce en arrivant dans cette catégorie-là, je savais que j'allais pouvoir jouer au meilleur niveau régional ou national de mon secteur. D'accord. Pour pouvoir jouer en CFA enfin de DH à CFA, j'avais la capacité de le faire. Et ensuite, j'ai croisé la route d'un entraîneur qui s'appelle Armand Garrido, qui est souvent une étape charnière dans le développement d'un joueur à l'OL, en tout cas quand il était au centre de formation. Et c'est lui qui m'a libéré et qui m'a fait passer un cap. Et c'est sous ses ordres, en moins de 17, du coup, à l'âge de 16-17 ans, que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en plus, les circonstances ont donné raison parce que j'ai fait 3 ans avec lui. Et lors de la 3e année, il y a un concours de circonstances, enfin un deuil. Souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Mais il y a le décès de Luc Borelli qui se passe. Il se tue en voiture en revenant à l'entraînement. C'était Je me le souviens. gardien remplaçant de Grégory Coupet. Et donc, du coup, il se tue lors d'un accident de voiture et je suis propulsé à l'entraînement avec les pros. Et là, forcément, ça devient beaucoup plus concret parce que tu t'entraînes avec eux, parce que tu continues de te développer, tu continues de progresser et tu es au contact direct de ces champions. Parce que moi, c'était mes idoles. Hein. J'étais en moins de 17, je les regardais, c'était des exemples à suivre. Et là, tu es au contact, tu t'entraînes avec eux, tu es dans leur vestiaire et oui, tu te dis, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est ce que je veux faire de ma vie. Donc, tu redoubles d'efforts, mais c'est sous l'ère Armand Garrido que je me suis dit que c'était peut-être fait pour moi et que j'avais peut-être les capacités pour devenir joueur professionnel. Et tu faisais des études à côté ou c'était l'OL? Ouais, Comment ça se ça c'était passait? un, ça, c'était un deal avec mes parents. Le deal, c'était d'aller jusqu'au bac, peu importe la filière, mais en tout cas, c'était d'atteindre le bac de façon à ce que si je ne réussissais pas dans le sport, pouvoir reprendre des études par la suite et continuer de me former. Et donc, du coup, alors que la politique de l'OL à l'époque, c'était que pour signer un contrat à l'OL, que ce soit un contrat stagiaire ou un contrat espoir ou aspirant, il fallait arrêter l'école. Donc, Ah oui, ça, c'était un deal avec mes parents. C'était que moi, je suive mon cursus scolaire jusqu'au bac et qu'ensuite, je puisse faire le choix entre poursuivre mes études ou ma carrière professionnelle. Et bah voilà, le choix était assez vite fait pour le coup. et du coup, donc, tu as signé ton premier contrat pro à 20 ans. Et est-ce que tu peux Ouais, nous c'est dire ça. combien tu gagnais par mois quand tu as signé ce contrat? Donc, c'était en 2001, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai signé vraiment un premier contrat avec l'OL en 99. C'était un contrat espoir. Là, je gagnais 1 880 € exactement, Donc, le soit, SMIC, à peu près le SMIC, quoi. non, Un peu plus. c'était un peu Un plus peu que le plus. SMIC parce que je gagnais 300. En gros, je gagnais 400 € de plus que mon père en habitant chez Ah lui. ouais, Voilà, donc déjà, tu vois un peu la différence de traitement. Et puis mon premier contrat pro à l'OL, je percevais 3 500 €. d'accord. Oui, ce qui est pas, bon, c'est pas C'est un beau énorme, mais c'est salaire, quand hein, même. Oui. à 20 ans pour jouer au foot, pour le coup, c'est quand même pas mal. Là, tu fréquentais, il y avait déjà des stars, il y avait déjà des stars dans le groupe de l'OL à Ah l'époque. bah oui, 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 il y avait des stars, il y avait les Sonny Anderson, il y avait les Tony Vérel, Vicage Dorasso, et ainsi de suite. Donc oui, oui, oui. On avait la même passion, on avait le même maillot, mais on n'avait pas le même salaire. Et tes idoles, le long de ta vie, tes idoles gardiens, je parle, quand tu étais enfant, Ouais. Kurkovic, ça te parle ou Bon, c'était t'étais un peu trop jeune? vieux. Un peu vieux Bernard pour toi. Lacombe. Bernard Lacombe, lors de mes premiers entraînements avec le groupe pro, Bernard Lacombe, on a beaucoup parlé de Kurkovic parce qu'il a joué avec lui à Saint-Etienne. Non, Ouais. mes idoles, c'était beaucoup les gardiens d'équipe de France. Alors, Joël Bax, Bruno Martini. Et à l'étranger, c'était Peter Schmeichel, le gardien de Manchester United, donc que j'aimais beaucoup. Voilà. Et puis bah après, j'ai eu la chance de côtoyer Greg Coupet à l'OL, que j'ai beaucoup suivi. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait pour progresser.
dans tous les métiers, il faut s'inspirer des meilleurs et s'appliquer un peu leur méthode de travail et ce qui fonctionne chez eux. Donc avec Greg, je me suis beaucoup inspiré, je me suis beaucoup nourri de son état d'esprit, de ce qu'il présentait. Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de croiser un peu Fabien Barthez. Voilà, c'était les grands gardiens de ma période, quoi. Et ta relation est coupée quand on est gardien comme ça, remplaçant. Lui, bon, il sait que il t'espère qu'une chose, c'est prendre sa place quand même quelque part. Ça, c'était le deal qu'on avait entre nous. Alors, Greg, pour le coup, il a un peu agi comme un grand frère avec moi, à tous les niveaux, que ce soit sportif ou extra-sportif. Avant de le rencontrer, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Ça a changé ensuite. Mais pour le coup, Greg, on avait un deal. C'était que moi, je le pousse dans ses retranchements et que je devienne le meilleur possible. Et lui, le plus grand respect qu'il voulait m'imposer, c'est d'être toujours le meilleur à l'entraînement pour confirmer le fait que c'est normal qu'il ait sa place. Donc en fait, c'était vraiment un vrai respect mutuel. Il me poussait à devenir meilleur en même temps que moi, je le poussais à devenir meilleur. Et le plus grand respect qu'il m'imposait, c'est de lui faire en sorte d'être toujours le meilleur à l'entraînement pour justifier le fait que ce soit le numéro 1. Et dans les grands joueurs de l'OL de ton époque, c'est lesquels t'ont les plus marqué? Où tu avais une bonne entente, où justement il jouait le rôle un peu du grand frère, malgré les différences de salaire, qui était Ouais, très, Sonny très Anderson. humble avec toi. Sonny Ouais. Anderson, beaucoup. Je me souviens d'un stage à Tignes où, tu le vois, hein, morphologiquement parlant, je me suis toujours battu avec moi-même sur la diététique. Donc, j'étais rentré de vacances et Sonny s'était mis en face de moi tout le stage et m'avait dit, on mange la même chose, tu me suis et tu vas voir, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc, il m'avait pris un peu sous son aile de ce côté-là, Sonny. Après, j'ai eu la chance de côtoyer la meilleure équipe. Donc, Sonny, Juninho, Dessien, Diarra, Greg. Enfin voilà, franchement, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai pu côtoyer le gratin de ce qui se faisait à l'époque en Europe. Donc, je me suis beaucoup nourri de tout ça, aussi bien sportivement qu'en termes de valeur, qu'en termes de remise en question. Et ça me sert aujourd'hui, d'ailleurs, dans mon boulot au quotidien, euh, cette remise en question, cette recherche de l'exigence qui s'est perdue un peu à l'Olympique Lyonnais. C'est ce que je faisais remarquer à Jean-Michel Aulas, mais cette culture de la remise en question, de l'humilité de cette remise en question et de vouloir toujours être meilleur le lendemain, toujours sortir de sa zone de confort pour progresser, ça, c'est un état d'esprit. Et je l'ai acquis au contact des mecs comme Juninho. Juninho, on ne s'est pas toujours bien entendu, mais en tout cas, Juni, il avait une vraie qualité, c'est que même s'il savait que c'était le meilleur tireur de coups francs, il s'entraînait 3 fois dans la semaine à être encore meilleur. Il travaillait ses points forts. Comme Platini, hein. Et il accentuait ses points forts. Ouais, comme Platini, on est Lui tout comme à fait Ronaldo, d'accord. qui s'entraîne tout le temps en dehors. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas Et de voilà. mystère. Et en fait, Quand tu es le meilleur du monde, c'est que tu fais plus et que peu, les autres. et peu importe que tu saches déjà, que tu aies marqué déjà 40, 50, 60 buts sous coup franc, et ben, tu vas quand même encore augmenter ta précision, tu vas encore travailler ce geste-là, parce que ça fait partie de tes compétences, et tu vas améliorer ces compétences-là. Il y avait des joueurs qui te prenaient de haut un petit peu, ou dans l'ensemble, comme tu étais que le gardien remplaçant, ou Non, non, dans l'ensemble, Non. ils ont, en fait, chacun a son rôle, Sans chacun a citer ses de nom, étapes. hein, bien sûr, hein. Non, 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 bien entendu, bien entendu. Puis moi, en plus, je serais capable de les citer. Je suis un peu couillon de ce côté-là, mais non, 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 ils ne prennent pas de haut. Mais des fois, ils font respecter la hiérarchie. Ouais. Voilà, il y en a un qui est capitaine, il va te montrer qu'il est capitaine. Il y en a un, c'est un taulier, il va te montrer qu'il est taulier. Mais chacun a son rôle dans une équipe. Et chacun doit, tout en essayant de faire bouger les codes pour pouvoir gagner ses galons de titulaire, on doit quand même respecter une certaine hiérarchie et voilà, une certaine structure en apportant sa pierre à l'édifice. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un vrai objectif commun, c'était de faire gagner l'OL et d'être champion de France. Donc voilà, s'il y avait des feux qui s'allumaient, ça s'éteignait assez vite parce que l'objectif était commun, pas trop individuel. Et du coup, tes meilleurs souvenirs en tant que gardien de but, donc bon, j'ai regardé 2-3 interviews de toi pour préparer l'émission, donc est-ce que c'est toujours Old Trafford, Manchester, la Ligue des Champions? Tu peux nous raconter un petit Bah, peu? tu vois, bizarrement, en fait, mon plus grand souvenir à l'OL, je l'ai pas vécu sur le terrain. C'est le premier titre de champion de France où je suis troisième gardien et je suis dans la tribune. Mais en fait, cette année-là, je passe de supporter de l'OL à acteur de la saison et je vis le premier titre de mon club qui n'a jamais gagné en championnat de France de l'intérieur. Donc, Contre Lens? de petits Contre Lens en plus. contre Lens, oui, à Gerland, bien sûr. Et en fait, je passe du petit enfant de 5 ans que mon grand-père a emmené pour la première fois au Virage Nord pour voir l'OL
lors du premier titre de l'OL, être dans le groupe des champions, en fait. Donc, ça reste fabuleux pour le coup. Mais tu le sais, enfin voilà, tous ces éléments un peu extérieurs, en fait, voilà, ça fait partie ces émotions extérieures font partie des choses. La réussite de mon club était bien plus grande que ma réussite personnelle. Donc, à l'époque, c'était Oui, parce que plutôt sympa. Après, oui, le match de Ligue des Champions, c'est le Graal parce que tu joues face à des types que j'ai vu jouer au championnat d'Europe 4 mois avant, les Van Nistelrooy, les Scholes, les Rooney. Attends, on va afficher l'11 de départ, là, quand même, un petit en souvenir pour voir un peu avec qui tu étais, parce qu'il y a quand Et même c'est Nicolas Puy-de-Bois titulaire. Attends, je vais enlever le truc. Donc, on voit que tu es titulaire Puy-de-Bois dans les cages. On a Réveillère, Diatta, Chris, Berthaud, milieu de terrain, Diarra et Sien Junino, et Fro, Govou et Nilmar en attaque. ouais, Ça, non, j'ai pas c'était une belle affiché équipe. l'équipe adverse. Elle avait de la gueule, mais l'équipe adverse, ouais, il y avait des joueurs voilà, qui étaient des stars. Et d'ailleurs, il y avait un certain Cristiano Ronaldo qui a joué ce match-là. C'était ses débuts. Et donc, en fait, oui, en fait, ça reste pour moi un grand moment parce que après, j'ai fait des grands matchs, j'ai fait des bons matchs. J'ai joué avec Strasbourg à la Roma où il y avait Francesco Totti. Mais là, tu joues en Ligue des Champions face à Manchester, qui était dans une bonne période. Euh, et surtout, tu joues face à ces équipes-là avec un OL qui est capable de battre ces équipes-là. Donc voilà, c'était plutôt ça. Après, on en vit plein des moments heureux sur un terrain de football. Comme je te disais, c'est le partage des émotions. Et donc, du coup, tu peux choper des émotions aussi bien dans la victoire que dans la défaite. L'essentiel, c'est de partager avec les autres. Et comment tu arrivais à gérer la pression de ces matchs? Parce que tu n'étais quand même pas habitué, quoi. Tu joues 11 matchs en Ligue 1 en 3 ans, tu te retrouves en Ligue des Champions pour un match quand même important. Tu es là parce que le gardien titulaire est blessé, bien sûr. Tu n'es pas un choix de l'entraîneur. Donc tout le monde t'attend au tournant. De toute façon, les supporters, même les Oui, oui, je joueurs, pense que. peut-être. Donc, Oui, bah, toujours. Comme dans tous les clubs, hein, quand le gardien numéro 2 il joue, on a plutôt peur que ça se passe mal. bah, toujours. Oui. Non, bah là, moi, j'avais un deal en fait avec Greg, c'est qu'en championnat, en tout cas, on était invaincus. Il fallait que je lui rende l'équipe invaincue, c'est ce qui s'est produit. Et en Ligue des Champions, après, bah, en fait, je m'entraîne tous les jours avec ces mecs-là depuis 3 ou 4 ans à cette époque pour pouvoir faire le même métier qu'eux. Donc, en fait, je vais pas te dire que j'ai le niveau d'enchaîner 3 saisons à ce niveau-là, mais en tout cas, sur un match ou deux, ou sur une série de 7-8 matchs, comme ça a été le cas à cette période, j'ai les capacités et les qualités pour le faire. Après, la pression, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai toujours réussi à bien gérer. Alors ça, c'est un long apprentissage, hein, les différents échecs que tu vis durant ta formation, les matchs où tu fais 2-3 erreurs, où il faut se remettre en question, l'imagerie mentale que tu mets en place naturellement. C'est après que j'ai mis des mots. Une fois que j'ai fait de la préparation mentale, c'est une fois que j'ai fait de la préparation mentale que j'ai mis des mots sur des choses que je faisais naturellement, en fait, que le corps ou que la tête met en place de manière assez naturelle quand tu es dos au mur, en fait, quand tu es face à un défi ou face à une situation que tu n'as pas l'habitude de gérer, ton corps, ton cerveau met des choses en place qui te permettent de franchir ces étapes-là. Et pour le coup, j'ai tendance à dire, même aujourd'hui, dans mon métier ou dans mon activité, c'est quand je suis sous pression que je suis le meilleur. Dès l'instant où je tombe dès l'instant où c'est plus facile, que je gère et que je maîtrise, j'ai tendance, comme beaucoup de monde, à tomber dans la facilité et dans le confort. Donc, en fait, il me faut ce stimuli qui est cette pression, qui est ce défi, en fait, ce côté défi. Et donc, ton départ de l'OL, donc tu as quitté l'OL pour Strasbourg. Je voulais savoir si c'est un choix personnel. Est-ce qu'ils t'ont conseillé de partir comme ils essayent de le faire avec des joueurs Alors non, comment j'ai ça- pas été mis dans un loft et j'ai pas été poussé vers la sortie. Un mois avant la fin de mon contrat, il y a Marino Faccioli, le directeur administratif de l'OL, qui me croise dans les couloirs à Auxerre. On est dans l'hôtel avant de partir au match à Auxerre et qui me dit: Nico, on veut te faire re-signer. On souhaite que tu restes le second gardien derrière Greg. On va te faire passer une proposition. Bon. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas reçu la proposition. Donc, je sais pas si c'est mes agents qui me l'ont pas fait passer ou si c'est l'OL qui l'a pas fait passer à mes agents. Enfin bref, toujours est-il que j'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Mais t'as pas relancé, quoi. C'est mes agents qui étaient chargés de faire ça. Après, je sais pas ce qu'il en est. Voilà. Toujours est-il que du coup, c'est mon choix de partir à Strasbourg. La peur du vide, le fait de ne pas me retrouver sans rien, m'a fait choisir Strasbourg, qui venait de gagner la Coupe de la Ligue. Et dans cette équipe-là, il y avait un de mes amis, Guillaume Lacour, avec qui j'avais été formé à l'OL, qui était dans cette équipe-là. Et en fait, j'ai rejoint Strasbourg pour ces 2-3 raisons. C'est qu'en fait, ils étaient européens, donc j'allais continuer à jouer la Coupe d'Europe.
je retrouvais un ami de longue date. Et puis, la ville de Strasbourg est bien plus belle que celle de Valenciennes ou d'autres villes qui m'étaient proposées. Voilà, donc avec Strasbourg, tu as quand même fait la première année 15 matchs de Ligue 1, donc plus que ce que tu avais fait en 3 ans avec l'OL, et 5 matchs de Coupe d'Europe. Mais au Ouais. final, vous avez été relégué en Ligue 2 et après, tu t'es retrouvé de nouveau remplaçant, du coup, c'est ça l'année Alors, en fait, c'est suivante? surtout que je vais à Strasbourg en tant que remplaçant, mais en concurrence avec le gardien numéro 1, qui était Stéphane Cassard. Un paramètre que j'avais pas pris en compte, c'est que Stéphane Cassard, le gardien que je venais concurrencer, venait d'être élu par les supporters du club meilleur gardien, meilleur joueur de la saison précédente. Bon, ça, tu vois, ça c'est des paramètres. Quand tu fais un benchmark, il faut voilà, il faut prendre en compte ou un audit. Faut prendre en compte ce genre de situation. Je l'avais pas fait. 24 ans, je sors de l'OL, le monde m'appartient. Bah ouais, mais attention parce qu'il y a des critères à respecter. Et donc, du coup, je prends sa place, je fais une quinzaine de matchs. Mais tu sais, toujours dans ces situations-là, dans ces équipes un peu en difficulté qui jouent la fin du tableau, quand c'est pas l'entraîneur qui saute, c'est le gardien. Ouais. Et là, l'entraîneur n'a pas sauté. Et donc, du coup, bah, nous, on s'est partagé la saison et j'ai perdu ma place face à un match face à Lille. Voilà, et j'ai pas rejoué ensuite. D'accord. Et puis après, Mais le tu as coach a sauté signé. en fin d'année, par contre. Voilà, après, tu as signé à Nîmes. Oui. Et finalement, tes moments difficiles dans ta carrière, ils sont arrivés à quel moment d'après toi? Plutôt après l'OL? Parce que tout s'est bien Oui, passé. oui, oui. Finalement, à l'OL, tout a été rose. Ah bah à l'OL c'est génial. À l'OL, je suis le plus heureux des hommes. Je suis dans ma ville, dans mon club, que j'y suis depuis 8 ans. Il y a mes amis, ma famille. C'est l'endroit où il faut être en France et quasiment en Europe. Donc non, non, là je vis la vie rêvée des anges. Là pour le coup, à l'OL c'est un long fleuve tranquille. C'est magnifique ce que je vis. C'est ensuite que ça devient plus dur. Mes débuts à Strasbourg, parce que tu viens de Lyon et tu veux légitimer qui tu es. 3 fois champion de France, je viens de jouer la Ligue des Champions. Tu revendiques des choses, alors qu'en fait, tu n'as pas tant prouvé que ça. J'ai fait une quinzaine de matchs. À ce moment-là, je pense que je fais l'erreur de vouloir légitimer qui je suis. Au lieu que ce soit mes performances qui parlent pour moi, je veux que mon passé parle pour moi. Au lieu de regarder devant, je regarde derrière. Alors qu'en fait, à 25 ans, tu dois regarder devant. On s'en fiche de ce que tu as fait. Le meilleur avenir, c'est ce qui est devant. Tu avais peut-être perdu un peu d'humilité l'espace de Et quelques. bah, oui, c'est une Hein? vérité. Je pense que Oui, c'était ça. Oui, mais pour pouvoir s'intégrer, dire pour avec le pouvoir recul. revendiquer, en fait. Mm. Voilà. Donc oui, je me suis peut-être perdu un temps. Et puis après, non, après, les moments difficiles, je les surmonte grâce à ma famille, à mes amis, à ma femme. J'avais pas mes filles à l'époque, mais grâce à ma femme qui m'a beaucoup soutenu. Voilà, je les surmonte dans le travail surtout. Je me réfugie souvent beaucoup, beaucoup dans le travail quand ça va pas. Et après, tu es allé à Nîmes et ça s'est pas non plus super bien passé. Bah, j'ai joué, si, j'ai fait 2 années complètes. J'ai fait 2 années complètes, 70 ou 72 matchs. C'était une équipe qui montait de national en Ligue 2, donc un promu. On se maintient à la dernière journée de la première année, et puis la deuxième année, on joue quasiment la montée. Alors ça s'est mal fini, parce qu'on avait un coach corse qui était particulier, Jean-Michel Cavalli, et qu'on était 13 en fin de contrat et 13 à ne pas re-signer. C'est plus facile de travailler avec son agent et de prendre des rétrocommissions que de faire re-signer des joueurs en place. Mais bon, après, ça, c'est le milieu du foot business qui est pas très sympa à connaître. Mais en tout cas, il y a toujours des aléas et j'aurais dû être peut-être meilleur pour avoir une meilleure carrière, encore une fois. Et en fait, surtout, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi mon hygiène de vie qui a fait que je n'ai pas été aussi rigoureux que j'aurais dû l'être pour peut-être prétendre à une meilleure carrière. Alors, on va regarder une vidéo de 8 secondes, histoire d'en parler. C'est que tu avais encaissé un C'est but court, au hein. bout de 8 secondes. Voilà, donc Ma femme on va aussi la avait dit. lancer. Voilà, vite fait. Des Nantais qui donnent le coup d'envoi par Zerka et Darcheville qui vont être Olivier Carligny à la pointe de l'attaque et le but incroyable, incroyable. Donc, encaisser un but au bout de 8 secondes, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Oh, alors là, je me souviens plus vraiment ce que je me dis dans la tête, mais en tout cas, on démarre le match en perdant 1-0, en définitive. Euh, il faut marquer l'histoire d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez gagné Mais ce match tu après? vois, non, on a perdu 2-1. Non. On a perdu 2-1. mais ce record vient d'être battu. Il vient d'être Ah battu ouais, par j'ai vu le égaliser. gardien Ouais, de Rodez, qui a un peu de choses près. Là, ça se joue au centième de seconde près. Donc voilà, je vais dire qu'il a été battu. Parce que Alors, ça fait bientôt, ça fait longtemps que je le porte. on a un petit invité surprise avec nous, c'est Razi,
que tu connais très bien. Donc, Razik. Salut, Razik. Bonjour. Salut, messieurs. Merci d'être là. Donc, pourquoi Razik est là? Parce qu'on va parler un petit peu de ta reconversion. Donc, ta reconversion, tu as 3 flèches à ton arc. Tu es entraîneur des gardiens du Gol FC. Bon, on en a parlé, on va en reparler un tout petit peu après. Mais tu es surtout chroniqueur dans une super émission que j'adore qui s'appelle Tant qu'il aura des gones. Tous les lundis soirs à 19h, de partout en direct. Et elle est animée par Razik, ici présent. Razik, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et aussi, ta 3e flèche, c'est que tu es chef d'entreprise dans la gestion de patrimoine, société Elion que tu as créée. Alors, Tant qu'il y aura des gones, tous les lundis, tu nous expliques un peu l'émission, Razik, depuis combien de temps elle existe, etc. Ça fait longtemps, hein. Je crois que ça fait à peu près 8-9 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais Nico le sait mieux que quiconque, puisqu'il a démarré l'aventure dès le départ. Donc, c'est un talk show consacré à l'actualité de l'Olympique lyonnais. On essaie vraiment de donner la parole à tous les supporters de l'OL, de créer un débat intelligent, c'est ce qu'on dit souvent. Il n'y a pas de tabou, tous les sujets peuvent être abordés, à partir du moment que ça se passe dans le respect, dans l'échange, l'écoute de l'autre. Et donc, on aborde vraiment tous les sujets. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de péripéties concernant que ce soit Nico, notre consultant, ou que ce soit dans les différents débats qu'on a pu proposer à tous les téléspectateurs. Alors, on va revenir sur le clash avec Olas. J'ai fait un petit montage vidéo, ça va vous rappeler des petits souvenirs. Donc, vous avez reçu Olas sur le plateau. Vous avez beau lui prouver que 1 + 1, ça faisait 2. Il était jamais d'accord avec vous. Hein, on va regarder le petit montage et après, vous allez nous en parler. C'est parti. Les moments où on gagnait, où on gagne toujours. Hein. Oui, on gagne toujours, mais on gagnait des titres, pardon. Excusez-moi, je précise. Il n'y avait pas de Paris Saint-Germain. Mais quand vous êtes dans une compétition avec le Paris Saint-Germain et Monaco, si vous faites 3e, c'est comme si vous étiez champion. Vous êtes en train d'imaginer que ma communication serait imaginée et conçue par rapport à vous. Vous ne le faites pas que par rapport à nous, on est d'accord. Non, mais je suis président de club depuis 30 ans. Je suis par ailleurs chef d'entreprise avec un petit peu plus de 2800 salariés dans le monde entier. Vous croyez que je regarde en détail ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas? Non, du tout. Bruno Genesio me dit, mais comment se fait-il que quoi que je fasse, on apporte une contradiction qui est une contradiction non argumentée, qui est simplement une force de conviction. Je ne peux pas vous dire ça. Mes chroniques, j'ai les argumentés, Président. Enfin, si vous les avez lus ou si quelqu'un les a lus, on argumente, on met des mots, je crois pas. On parle technique, on parle tactique. Non, je crois pas. Que ce soit avec Jacques Santini ou Paul Le Guen avec qui on a gagné des titres ou d'autres. Ouais, c'est moi qui les ai embauchés. Oui, c'est vous qui les avez embauchés, très bien. Mais c'est moi qui les ont coachés au niveau tactique. Et vos titres, vous les avez gagnés avec ces coachs-là. Donc, non, mais ils vous ont pas coaché pour donner des leçons de tactique. On est d'accord. Le football est une science qui permet à tout le monde de penser d'avoir raison à un instant donné. Puis après, il y a ceux qui dirigent. J'ai le droit de penser avoir raison. Mais vous avez tous les droits, la preuve, je suis là. Mais pour vous dire que ce sont des convictions et elles ne sont pas étayées. Parce que si elles devaient être étayées, vous devriez être entraîneur et vous auriez pris en charge une équipe. Quand vous allez sur Canal+, c'est des consultants qui n'ont pas leur diplôme et qui donnent leurs analyses quand même. Et vous leur faites pas de procès d'intention comme vous me le faites à moi. Ça m'est arrivé quand je pensais qu'ils avaient fait des erreurs. Et après, ils reviennent, ils me disent merci parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, je les avais aidés à évoluer un peu. Messieurs, justement, merci, vous avez parlé de... On peut l'applaudir, Jean-Michel Aulas. Infernal. Je trouve qu'il a été exceptionnel, là. Exceptionnel. À son image, C'est sûr, ouais. Quand on parle d'humilité, là, Nico, il n'en a pas trop eu ce jour-là, je trouve. Non, mais c'est pas ses caractéristiques premières au président Aulas d'être humble. Donc voilà, mais il aurait peut-être pas réussi aussi bien s'il l'avait été. Donc comment j'ai vécu ça? Ouais. Non, sachant que c'est important de décrypter, je pense aussi sa venue. C'était à un moment donné, il était très critiqué, pas lui, mais son entraîneur. Bruno Genesio était très critiqué et il savait qu'en fait, nous, on avait quand même une forte audience, dont de nombreux supporters de l'Olympique lyonnais, qui exprimaient un désaccord sur les choix tactiques, sur le management, sur le coaching de Bruno Genesio. Donc, il est venu un peu éteindre l'incendie. Donc, il était de mauvaise foi par la force des choses, parce que son objectif, lors de cette émission, c'était de venir au secours de Bruno Genesio. Donc, c'est pour ça qu'en fait aussi, il était de mauvaise foi, il le savait très bien, et il voulait nous faire avaler des couleuvres. Et ce que j'apprécie en tout cas, et c'est la présence de Nico, et je vais le dire ce soir, je l'ai déjà dit, mais voilà, je vais le redire, c'est que justement Nico fait preuve d'honnêteté intellectuelle. S'il a accepté d'être consultant, c'est aussi parce que il veut, par rapport à son vécu, sa connaissance de l'Olympique lyonnais et du milieu du football, c'est de dire des vérités.
c'est de ne pas mentir aux gens, de ne pas mentir aux supporters de l'Olympique Lyonnais, justement. Donc, il était aussi obligé d'être cohérent par rapport à ça, ce que ne fait pas Jean-Michel Aulas par la force des choses, puisque lui, il est dans un exercice de communication, alors que nous, tous les lundis soirs, on est dans un exercice un exercice journalistique, on va dire, de transparence à l'égard des supporters de l'OL. Nico, tes relations avec Aulas, parce que dans la première vidéo qu'on a vue, tu balances un pic d'entrée. Je suis content qu'il sait que j'existe encore. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était comment? Non, c'était là pour le coup, c'était la boutade qu'il fallait pour dédramatiser un peu la chose. Mais non, moi j'étais un deuxième ou troisième gardien. Donc en définitive, la fois où il m'a le plus impressionné, c'est la première fois où je pars avec l'équipe en Coupe d'Europe. Ça fait suite au décès de Luc Borelli, Bernard Lacombe m'emmène avec le groupe et j'arrive à l'aéroport. Et là, Jean-Michel Aulas me présente aux autres personnes membres du comité d'administration et directeur, comme s'il me connaissait depuis tout le temps. Il parle, et c'est là que je me suis aperçu que c'était quelqu'un de grand, en fait. C'était un président que voilà, il apprenait ses sujets sur le bout des doigts et il m'a présenté comme s'il me connaissait depuis toujours. Donc là, il m'a vraiment impressionné. Après, c'est des relations très cordiales, c'est des relations patron-employé. On se dit bonjour, on se salue. Enfin voilà, j'ai signé mon contrat dans le bureau d'Albine, qui était la secrétaire de Marino Faccioli. Donc voilà, j'ai pas eu droit à tous les égards. Je fais partie des meubles. J'ai passé 17 ans à l'OL. Mon premier contrat, je le signe en 2001. Ça fait plus de 15 ans ça fait plus de 10-12 ans que je suis au club. Donc voilà, j'ai jamais eu mais à la rigueur, je cherche même pas à être valorisé par le président, mais j'ai jamais eu de relation particulière avec lui. Et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Oui, c'est vrai que moi, je l'ai rencontré quelques fois et c'est très agréable de discuter avec lui. Hein. Après, il t'oublie vite aussi. Razik, ton pronostic pour ce soir? J'aime pas trop l'exercice des pronostics, mais c'est vrai que j'ai plutôt le sentiment que l'OL va faire un match nul à Lens. Je vois plutôt un partout, par exemple. Voilà, je vois plutôt un match nul. Voilà, notre cœur lyonnais ne veut pas voir la défaite. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du Goal FC tous les trois, parce que vous avez beaucoup parlé de ça sur les réseaux et tous les deux et dans votre émission. Donc, en résume, donc le Goal FC, vous étiez en National 1 l'année dernière, Nico. Vous avez été relégué en National 2. Entre-temps, il y a Bordeaux qui a déposé le bilan et qui a été relégué aussi en National 2. Donc, normalement, on aurait pu tous penser que le club allait être repêché en National 1 comme ça s'est fait habituellement, et ce n'a pas été le cas. Oui, après, il y a des considérations juridiques qui rentrent en ligne de compte. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la refonte des championnats, l'année dernière, 6 équipes sont descendues de nationale pour avoir une nationale à 18 clubs. Et donc, du coup, on fait partie de la charrette, on finit 14e. Dans une année à 3 descentes, on serait maintenu, mais là, il y a 6 descentes, on descend. Niort dépose le bilan, donc Villefranche est repêché. Et Bordeaux fait traîner son passage devant tous les organismes de décision, de contrôle, de gestion, donc la DNCG, repousse tous ces délais, ces recours, de telle sorte qu'il y a une date qui est inscrite dans les règlements de la Fédé qui, au 17 juillet, si un club n'est pas inscrit dans un championnat, il ne peut pas y être repêché. Et donc, le Bordeaux ayant fait son dernier recours à la DNCG le 16 ou le 17 ou le 18 juillet, je ne me souviens plus vraiment de la date, est inscrit dans le championnat, Bordeaux ou je ne sais plus quel autre club, ou Annecy, Bordeaux ou Annecy. Voilà, Bordeaux est rétrogradé par la DNCG parce que leur compte 90 millions d'euros de dette, enfin tout ça. Et donc cette date butoir ayant été dépassée, la Fédération française de football et son comité exécutif, qui est composé de Jean-Michel Aulas et d'autres, n'ont pas voulu nous réintégrer. Ah, quand même, Jean-Michel Aulas encore revient sur le tapis. Ouais. Non, il a essayé de nous aider, mais après son cœur de Lyonnais, il n'est pas en majorité à la Fédé. Donc vous avez fait grève et vous n'avez pas joué le premier match. Après, c'était le dernier barreau d'honneur. Les joueurs ont décidé de vouloir marquer un coup. Notre président Jocelyn Fontanel a mis beaucoup d'énergie dans cette situation, dans cet événement, pour essayer de nous réintégrer. Il n'a pas eu gain de cause. Les joueurs, pour accompagner l'énergie qu'avait mis le président en place, ont décidé, dans un dernier barreau d'honneur, pour essayer de faire bouger les choses et aussi pour essayer de nous laisser une semaine de plus pour négocier avec la Fédé, de faire grève, parce que d'aller jouer ce premier match,
on actait le fait d'être en National 2 et ça ne nous laissait pas la possibilité d'agir et d'aller au tribunal administratif du sport. Et donc, voilà, ça a fait partie pas de la stratégie, mais en tout cas de la stratégie des joueurs pour accompagner les actions menées par le président. Donc, Razik, tu as suivi cette affaire de près aussi, toi, à l'époque? Exactement. Et ça en dit long, en fait, sur l'état actuel du football français, que ce soit au niveau de la Ligue, la LFP, on l'a vu avec la réélection de Vincent Labrune, ou que ce soit au niveau de la FFF, avec Philippe Diallo, qui va se représenter, même s'il l'a pas annoncé publiquement. On sait très bien qu'aujourd'hui, cette gestion calamiteuse, on peut le dire, du football français, c'est de la politique, c'est des arrangements entre amis. Et ça, c'est vraiment terrible pour le football d'en bas, le football amateur. Parce qu'au-delà, justement, de l'équipe première du Gol FC, il y a des bénévoles, on n'en parle jamais, mais des bénévoles qui sont investis. Il y a combien de licenciés au Gol FC, Nico? 1800 licenciés. Tu te rends compte? 1800 licenciés qui sont lésés, qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas considérés, ces gens-là. Et ça, c'est inacceptable. Et ça en dit long, encore une fois, sur l'état actuel du football français. Merci, merci Razik. Et toi, demain, vous allez parler de quoi dans l'émission, du coup? Forcément, on va revenir sur ce match Lens Olympique Lyonnais. On va revenir aussi sur la coulisse, puisqu'il y a eu la conférence de presse de John Textor, qui s'est longuement exprimé. On n'a pas tout compris, parce qu'il a sorti la calculette. On comprend jamais tout. C'est plutôt la dimension financière. Ouais, exactement. Il a bugué sur la dimension financière. Donc, on va essayer de décrypter un peu ce qui se passe en coulisses concernant justement la dimension financière, mais aussi ce qui nous intéresse en premier lieu. On va pas se le cacher, c'est le sportif un peu. C'est savoir est-ce que l'Olympique Lyonnais va être en capacité de rivaliser en Ligue 1. D'ailleurs, c'est ce que dit John Textor. Il a fait une petite story sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu. Il parle de titre carrément. Il veut vraiment rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais ça va être compliqué quand même. Et puis sur la Ligue Europa qui arrive très rapidement à Lyon, puisque le premier match est à domicile. Après, s'il gagne tous les matchs de septembre, j'aurais bien rêvé avec lui, mais bon. On va déjà voir ce soir ce que ça va donner. Nico, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui veulent faire gardien de but, et surtout par rapport à la taille, parce qu'aujourd'hui, quand tu démarres, aujourd'hui, les gardiens sont de plus en plus grands. Oui, on est d'accord. C'est un critère de sélection. C'est dommageable parce que, comme disait Fabien Barthez, un bon gardien, s'il est bien positionné, s'il a un bon placement, il a moins besoin d'intervenir. En tout cas, il a moins besoin d'être grand. Donc, je pense que c'est tout. Voilà, aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, vraiment. Quelqu'un qui aspire, c'est de se faire plaisir, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Il va en connaître, il va faire des erreurs, mais il faut qu'il les corrige pour devenir meilleur. Et peu importe la taille, j'ai envie de dire, on peut compenser. C'est vrai que malheureusement, un gardien comme Jérémy Janot ou un Joël Batz ne passerait plus. Et pourtant, alors pour Joël Batz, c'est un exceptionnel gardien. Jérémy Janot, c'était un bon gardien. Mais voilà, aujourd'hui, il passerait plus. À 1m78 sous la toise, c'est mort pour eux. Alors pourtant, ils ont fait des très belles carrières. Donc voilà, c'est de poursuivre ses rêves, de travailler toujours plus dur que les autres, parce que c'est le poste qui le demande, mais de s'amuser avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, ça reste un jeu. Et donc, avec Razik, vous entendez très bien sur l'émission. Elle est vraiment très sympa. Razik te chambre souvent sur ton poids quand même. Tu ne devrais pas te laisser faire. Je peux me permettre. Je peux me permettre parce que je reste moi aussi, on l'a vu d'ailleurs sur les images d'archives avec la venue de Jean-Michel Aulas, c'était sur le plateau de TLM à l'époque. J'ai toujours aussi eu des problèmes au niveau du poids, donc c'est pour ça que je me permets de chambrer, parce qu'on fait partie de la même équipe, on est sur le même bateau concernant cette problématique de surpoids. Donc Nico, on va quand même un peu parler de ce qui te fait vivre aujourd'hui. Donc j'ai vu que tu avais eu quand même une âme d'entrepreneur assez tôt, mais tu l'as eu à partir de quel âge? Quand tu étais enfant, tu voulais déjà devenir chef d'entreprise, ou c'est devenu après, quand tu as fréquenté des chefs d'entreprise dans ta carrière de joueur? C'est devenu... Ouais, ça s'est construit au fur et à mesure du temps. C'était pas une idée première au départ, mais voilà, au fur et à mesure que j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, ça mûrit un peu dans mon esprit. Ma première opération, enfin mon premier investissement, c'est que j'ai accompagné mon oncle dans la création de sa boîte dans le plexiglas, la société ATMP, qui faisait de la plasturgie, voilà, tout ce qui était collage, découpage, pliage.
Et donc, du coup, je l'accompagnais. Il a pas osé au début me proposer de l'accompagner parce que c'était un peu me demander de l'argent, mais il a bien fait parce que du coup, ça m'a permis d'être pour la première fois actionnaire d'une société. Et puis, bah, après, oui, j'ai monté, mais à la fin de ma carrière, mes saladeries. Ça a été un bel apprentissage. Tout n'a pas été. J'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'ai perdu pas mal de temps et un peu d'argent, mais ça a été très constructif. Comme disait mon avocate, je me suis payé une belle formation de la vie active. Bah oui, on apprend toujours, de toute façon. Et les saladeries, j'ai vu que tu disais que c'était compliqué sur Lyon. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, on a mangé avant et après les matchs, qu'on a 40 abonnements avec Sportbiz à la saladerie au Groupama. Et quand on a voulu y aller là au mois d'août, ils avaient déposé le bilan. Donc, c'était quand même un C'était tenu métier, par un ancien sportif, Jonathan ouais. Wisniewski, Donc, ancien du Loup. Donc aujourd'hui, Elion Patrimoine, on va mettre le logo quand même. Alors l'émission, on a vraiment débordé aujourd'hui. Donc On a Elion débordé, je suis Patrimoine. désolé. Non, mais c'est un plaisir. Alors Lyon, c'est volontaire quand même, le Lyon, c'est un petit hommage à ta carrière, c'est Ouais, le c'était logo. ça. Ouais, c'est ça. Le logo, c'est un peu les deux mondes en fait. C'est un ami qui m'a fait ça, Nicolas Stenley, avec l'agence Omicom, qui m'a créé le logo. Et donc en fait, c'était un petit rappel à l'OL, à Lyon, à la ville de Lyon, et voilà. Un élion, en fait, c'est un atome chargé positivement 2 fois. Donc voilà, essayer d'accompagner les gens et de les conseiller de la bonne manière et toujours avec un esprit positif. Donc on se rend compte que dans tout ce que tu fais, que ce soit au Gol FC ou ou avec Razik ou dans ton entreprise, tu es dans le conseil et t'aimes aider les gens. Oui, T'es bienveillant, empathique. bah, j'essaye le plus Voilà. possible. Voilà, dans mon métier, en tout cas, du quotidien, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner les gens dans leurs projets, à court, moyen, long terme, voilà, et de les conseiller en fonction de leurs objectifs de vie. Donc, ça peut être sur des sujets comme la préparation de la retraite, le financement des études, l'optimisation fiscale ou tout autre projet. Pour ce qui s'agit des particuliers et pour les chefs d'entreprise, tout ce qui est les placements de trésorerie d'entreprise, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, la succession, la transmission de la boîte. Enfin voilà, j'ai passé cette formation pour pouvoir accompagner et conseiller un maximum de personnes et pas, je voulais surtout pas être un vendeur de produits. Contrairement à ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais footballeur professionnel, j'étais un portefeuille un peu plus gros que la moyenne et donc du coup on venait me vendre un produit parce que la personne en face de moi n'avait que ça à vendre. Moi, en fait, dans l'idée, c'est d'avoir un panel de solutions assez large pour pouvoir essayer de répondre aux objectifs de la personne qui est en face de moi. Et tu as beaucoup d'anciens sportifs comme clients ou pas spécialement? Est-ce que ça t'aide d'avoir été toi-même ancien sportif? Ça commence, ça m'aide pas. Au début, je me suis coupé de cette frange-là parce que, en tout cas, aujourd'hui, dans le football, on ne sait pas qui décide, si c'est le joueur, si c'est son agent, si c'est son frère, si c'est le tonton d'Amérique, si c'est sa femme ou autre. L'entourage est là pour se nourrir sur la bête. Donc, c'est toujours très compliqué. Le footballeur est assez volatile. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, c'est difficile de garder la relation. Et moi, je ne fais pas du one-shot. Je suis là pour être un conseiller. Et un conseiller, ça se fait dans le temps. Donc, ça commence. Je commence à nouer quelques relations et j'ai quelques clients chez les sportifs, mais c'est pas la catégorie première dans ma clientèle. C'est plutôt les cadres et les chefs d'entreprise parce que ils savent ce qu'ils veulent, ils savent décider, ils savent prendre des décisions et ils savent ce qui est bien pour eux. Et surtout, c'est eux qui décident. Et ça fait combien de temps, Elion, la société, du coup, que tu l'as créée? Alors, la société Elion, elle a 3 ans, le 12 février 2021, ouais, mais je fais ce métier-là depuis maintenant 2016. D'accord. Bon, Parce qu'en fait, j'ai commencé ce métier-là en rentrant dans un cabinet de gestion de patrimoine où j'ai d'abord été salarié, j'ai ensuite été associé. Mon associé était largement majoritaire, a vendu la totalité de ses parts, donc je me suis retrouvé salarié, associé minoritaire, donc je construisais l'avenir de mon associé majoritaire. Et quand j'ai compris ça, j'ai volé de mes propres ailes. On va remettre le logo qui est très sympa parce qu'il évoque beaucoup de choses, je trouve. Par rapport par rapport à ta ville, à ta carrière, à tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu en penses, Razik, toi, du logo? Exactement. Et puis, voilà, je suis pas le VRP de Nicolas Pudebois, mais je suis obligé de dire quand même qu'il a parlé des chefs d'entreprise, mais pas que. C'est-à-dire, c'est ce qu'il me dit souvent, il a raison, ça peut concerner tout à chacun, ceux qui nous écoutent, par exemple, ce soir. Si vous pouvez mettre 50 € de côté sur un compte bancaire, eh ben, vous pouvez justement faire appel à quelqu'un comme Nicolas Pudebois qui va vous aider à optimiser et à gagner davantage. Donc, ça veut dire que ça concerne tout le monde et c'est vrai que c'est des choses que nous, on maîtrise pas.
On nous apprend pas ça vraiment. Et donc, je pense que c'est pas mal. Et puis, ça correspond à sa philosophie et sa mentalité, dans le sens où il vend pas du rêve. Aujourd'hui, ce qui est terrible, on le voit, on parlait des footballeurs ou des sportifs de haut niveau. Au centre d'entraînement, on voit beaucoup de vendeurs de rêves qui débarquent et qui promettent monts et merveilles aux joueurs. Voilà, tu vas gagner tant, je suis là pour t'aider, je suis ton conseiller, tout ça. Et je trouve que c'est bien d'avoir des gens sains, qui ont du vécu, qui peuvent justement être utiles à tout à chacun, que ce soit des sportifs de haut niveau ou quelqu'un qui débute dans la vie ou un chef d'entreprise, effectivement. N'importe qui peut tu as venir raison. te voir, Nico, en particulier, entrepreneur. Bien sûr, dans l'idée, en fait, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine et de rendre accessible la gestion de patrimoine à tout à chacun et que ce ne soit pas réservé à une élite. Vraiment, c'est ça. C'est de leur proposer ces solutions-là. Et effectivement, peu importe le portefeuille, qu'il soit grand ou petit. Et j'ai même tendance à dire que quelqu'un qui n'a que 50 € par mois à mettre de côté se doit de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine parce que lui n'a pas le droit de se tromper. Contrairement à ceux qui ont un peu plus de moyens, qui eux, voilà, c'est dommage s'ils se trompent, mais en tout cas, celui qui n'a que 50 € par mois ne doit pas se tromper. Et malheureusement, ils sont très peu accompagnés. Donc voilà, mon boulot à moi, c'est d'accompagner tous ceux qui ont des projets, des objectifs, et on trouvera des solutions. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. 1h20, ça a été mon émission la plus longue. Désolé, Philippe. C'était cool. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous tous. Alors, la semaine prochaine, on n'a pas encore le match de ce soir, mais c'est déjà l'Olympico, bien sûr. Donc, à 20h45. Radik, tu vas au stade, toi, un petit peu? Bien sûr, je vais au stade et j'espère que Nico va venir au stade aussi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les préavis de défense. Il n'est pas là. Voilà. Voilà, je suis pas là. Je fais les vendanges à Beaune, alors tu vois. Voilà. On se rappelle qu'en 2021, le match n'a duré que 3 minutes, avec la célèbre bouteille d'eau vide qui est arrivée sur la tête de Payet. Donc, du coup, je voulais juste parler du match parce que la semaine prochaine, mon live sera à 14h30. Je ne pourrai pas le faire à 20h, à 19h, parce que moi-même, je vais arriver au stade vers 17h30, 18h pour profiter de l'ambiance et encourager l'Olympique Lyonnais. Merci à tous les deux. Donc demain, je serai à 19h connecté sur. Alors rappelle-nous un petit peu partout où on peut voir l'émission tant qu'il y aura des gones. Sur toutes les plateformes numériques, sur Twitch, sur YouTube, sur X, ex-Twitter, sur Facebook. On essaye vraiment, et en direct sur Lyon Capital TV. Donc on essaye de toucher tous les publics, les jeunes qui sont sur Twitch, les plus anciens qui sont devant leur poste de télévision, comme Jean-Claude Carquilla, par exemple, qu'on salue. Salut Jean-Claude. Qu'on embrasse. On t'aime. Et voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, la force de cette émission aujourd'hui, c'est d'être vraiment sur tous les réseaux. C'est ce que tu fais aussi chaque dimanche soir. On a compris ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des gens par la main. Et on a là une chance extraordinaire d'avoir différents canaux, différents réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on est vraiment de partout, tous les lundis soirs à 19h en direct. Je vous dis à demain. Merci, bonne soirée. Merci. Et puis, allez l'OL, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Philippe. Salut, au revoir, générique.